Alors, je vais vous partager donc mon écran. Monsieur Arlandis, est-ce que vous pouvez me donner la main pour que je partage l'écran? Alors, hop. Le présentateur. C'est effectivement étonnant, ça a sauté. Vous êtes de nouveau présentatrice, ça devrait fonctionner. Je croise les doigts. Tout Voilà. fonctionne, c'est parfait. Alors là, je peux pas. Il faut que je ferme ça. Voilà, à partir de la diapositive. C'est parfait, on voit votre écran. Ok. Voilà, donc je vais vous présenter effectivement l'index de l'égalité, revenir sur la façon dont il est composé, et puis avant cela, vous présenter quand même les grandes dates réglementaires sur l'égalité professionnelle. Et puis on terminera effectivement par un point sur la situation des entreprises en Centre-Val de Loire. Alors d'abord, pour commencer, quelques éléments très synthétiques, hein, forcément, de constat sur la situation dans les entreprises au regard des hommes et des femmes. D'abord, le constat qu'il y a peu de femmes dans les postes de décision. Majoritairement, les femmes se trouvent dans les emplois qui sont peu qualifiés, souvent en temps partiel, avec des salaires donc moins importants. Et donc, effectivement, les salaires inférieurs, ils sont en moyenne en France de 24%. C'est-à-dire que les femmes sont payées 24% en moins que les hommes, et ce taux est plus important encore pour les femmes cadres. Alors, ça peut s'expliquer parce qu'il y a beaucoup de temps partiel, parce que justement, les emplois sont pas forcément les mêmes, sont des emplois moins qualifiés, que les carrières sont plus hachées parfois. Mais lorsqu'on compare à poste, enfin à formation égale, à poste, à compétences égales, on trouve malgré tout 9% d'écart salariaux qui restent inexpliqués, qui restent injustifiés. Donc, on a bien effectivement le constat que les inégalités persistent entre les femmes et les hommes. Alors pour autant, on a tout un panel juridique et réglementaire qui est venu essayer de faire évoluer cette situation, et cela depuis 70 ans. Alors, premier texte fondateur sur le sujet, c'est l'introduction dans la Constitution de l'égalité des femmes et des hommes. Voilà, principe constitutionnel donc de l'égalité. En 1972, on a le principe de l'égalité de rémunération qui est rentré dans la loi. Et ensuite, en 1983, la loi Roudy est venue parler d'égalité professionnelle, c'est-à-dire pas seulement pour les rémunérations, mais également pour tous les autres aspects en fait de la vie en entreprise, c'est-à-dire l'emploi, la formation, la promotion, les conditions de travail. En 2001, la loi Génisson est venue compléter cette loi Roudy, et elle a introduit notamment une nouvelle obligation qui est l'obligation pour les entreprises de négocier sur l'égalité professionnelle, que ce soit au niveau des branches, que ce soit au niveau des entreprises. Et donc cette obligation, elle persiste jusqu'à aujourd'hui, hein, cette obligation existe aujourd'hui encore. Et puis on avait également un renforcement du rapport de situation comparée qui avait été créé effectivement en 1983. Quelques autres textes, j'ai fait une sélection, hein, mais voilà, en 2001, la grande loi sur la lutte contre les discriminations qui indique que le sexe est parmi d'autres un des motifs potentiels de discrimination qui sont effectivement interdits et contre lesquels il convient de lutter. En 2006, la loi sur l'égalité salariale. Donc c'est cette loi qui introduit la notion de conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale et personnelle, et qui vient aussi renforcer l'obligation de négocier. Cette loi s'était donné 5 ans, avait donné 5 ans aux entreprises pour supprimer les écarts de rémunération.
Donc, il y avait déjà une notion d'obligation de résultat, mais malheureusement, force est de constater qu'on n'est pas parvenu à cet objectif. Deux lois ensuite qui concernent l'introduction en quelque sorte de quotas de femmes dans les conseils d'administration en 2011, la loi Copé-Zimmermann dont on a parlé récemment, et puis également des quotas, si on peut dire, concernant la représentation du personnel dans l'entreprise. Les listes qui sont proposées doivent être équilibrées. Et puis, vous savez qu'actuellement, il y a une proposition de loi qui est en cours visant à introduire des quotas de femmes dans les instances dirigeantes. Et enfin, donc, la loi du 5 septembre 2018, la loi Liberté de choisir son avenir, c'est la loi qui a introduit justement l'index de l'égalité salariale dont on va parler. Et on peut dire également que l'égalité professionnelle, l'égalité salariale et l'égalité professionnelle ont été décrétées la grande cause du quinquennat, donc avec un suivi politique également de ce sujet-là, un objectif politique fortement affirmé par le président. Alors, pour venir de façon très concrète sur ce qui se passe dans les entreprises aujourd'hui, sur l'égalité professionnelle, eh bien, il y a pour les entreprises de plus de 50 salariés 2 obligations annuelles qui existent en la matière. D'abord, l'obligation de négocier sur le sujet de l'égalité professionnelle, qui est un sujet plus large que simplement l'égalité salariale. Et puis ensuite, donc, ce fameux index, l'obligation de calculer et de publier les écarts de rémunération. Alors d'abord, l'obligation de négociation, c'est important de rappeler ce que c'est, parce qu'il y a un lien tout à fait évident et nécessaire avec l'index de l'égalité. Donc l'obligation de négocier, c'est l'obligation chaque année pour les entreprises de négocier sur l'égalité professionnelle dès lors qu'une entreprise a des délégués syndicaux. Et donc, lorsqu'elle a des délégués syndicaux, elle ouvre des négociations, soit elle débouche sur un accord, et cet accord, à ce moment-là, peut aller jusqu'à une durée de 4 ans, mais si l'entreprise ne parvient pas à un accord, à ce moment-là, il faudra prendre de façon unilatérale un plan d'action et qui est forcément annuel. Et puis par ailleurs, il y a une obligation pour les entreprises à être couvertes soit par un accord, soit par un plan. Ça veut dire que les entreprises de plus de 50 salariés qui n'ont pas de délégués syndicaux, soit elles négocient avec leur comité social économique, avec leur CSE, soit elles négocient, soit à défaut de négocier et de parvenir à un plan, elles doivent également prendre un plan d'action annuel. Et donc le législateur a fixé les 9 domaines d'action sur lesquels il souhaite qu'il y ait de la réflexion, de la négociation et des engagements des entreprises. 9 domaines qui sont alors obligatoirement la rémunération effective, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge, et ensuite d'autres sujets qui sont l'embauche, la formation, la promotion, la qualification, les classifications, les conditions de travail, la santé et la sécurité au travail et l'articulation vie professionnelle, vie familiale et personnelle. Donc sur ces 9 sujets, les entreprises de plus de 300 salariés doivent en sélectionner 4, dont la rémunération, et les entreprises de moins de 300 salariés doivent sélectionner 3 sujets. Et puis cette négociation, elle doit permettre de partir de constats, d'analyse de ce qui se passe dans l'entreprise et se fixer des objectifs de progression qui doivent être chiffrés. Deuxième obligation sur l'égalité, de façon périodique, c'est donc l'obligation de calculer l'index de l'égalité. Donc c'est une obligation, mais c'est un outil. C'est un outil qui va permettre donc de faire progresser l'égalité. Un outil qui est le même pour toutes les entreprises en fonction des effectifs et qui va permettre donc de comparer finalement les écarts d'une entreprise à l'autre et puis de suivre pour une entreprise donnée la situation, l'évolution de la situation. Donc l'outil mesure les écarts de rémunération soit sur 4 indicateurs, soit sur 5 indicateurs en fonction de l'effectif de l'entreprise. Et en tous les cas, il va donc déboucher sur une note globale, une note sur 100. Et c'est cela qu'on appelle l'index de l'égalité.
Donc, l'index est publié chaque année avant le 1er mars sur le site de Internet de l'entreprise. Donc là, on a bien une notion, une volonté du législateur que cette mesure des écarts soit transparente, non seulement vis-à-vis des salariés de l'entreprise, mais au-delà, vis-à-vis du public. Donc, c'est une publication sur l'index, sur le site Internet. Et cette obligation de transparence vient d'être renforcée, puisque un décret du 10 mars 2021 est paru, qui indique que non seulement c'est l'index global qui doit être publié, mais également chacun des indicateurs calculables doit être également publié sur le site Internet. Et le décret précise que cette publication, elle doit être de façon visible et lisible. Voilà. Probablement le fait que ce n'était pas toujours le cas dans un certain nombre de situations. L'index doit être transmis au comité social et économique. Donc après chaque calcul, une transmission obligatoire de tous les éléments qui ont servi à l'index. Et pareillement, l'index est transmis à l'adresse sur le site du ministère du Travail, Index EGAPRO. Enfin, un point important, c'est que cet index, cet outil, permettra, si des écarts sont avérés, et notamment si la note obtenue est inférieure à 75, permettra, mais nécessitera que l'entreprise prenne des mesures de correction, soit par le biais d'un accord, soit à défaut par la rédaction d'un plan. Alors, quelques éléments à vous donner sur les ressources que vous pouvez trouver sur l'index. C'est sur le site du ministère du Travail que vous les trouverez, Index EGAPRO. On a tout d'abord une aide au calcul de l'index qui a deux formes. Soit une aide en ligne, un calculateur simulateur en ligne qui vous guide, qui vous simule en fait le résultat que vous allez obtenir. Soit également des objets plus simples mais très pertinents, très efficaces, qui sont un calculateur simulateur sous format Excel, et donc qui sont, on en a deux, puisque effectivement, en fonction de l'effectif de plus ou moins 250 salariés, on a un nombre d'indicateurs qui est différent. Vous avez également en ligne un question-réponse sur l'index qui vous guide au fur et à mesure que vous avancez sur le site du ministère. Et puis, vous pouvez avoir également accès à des MOOC sur lesquels vous pouvez vous inscrire, donc des MOOC gratuits pour travailler et avancer sur cette question de l'index. Bien sûr, le site du ministère vous permet également de déclarer l'index. C'est même le seul moyen de déclarer l'index auprès du ministère du Travail. Et ensuite, depuis le mois de mars 2021, vous pouvez également accéder à l'ensemble des index des entreprises de plus de 250 salariés. Voilà, l'idée donc qu'un salarié qui veut par exemple candidater dans une entreprise puisse accéder à l'index de cette entreprise, mais également finalement aux différentes entreprises sur lesquelles il souhaite faire une recherche. Alors, quels sont les indicateurs et les données qui entrent en jeu dans l'index de l'égalité? Alors, tout d'abord, le calcul, il se fait non pas au niveau des établissements, mais bien au niveau de l'entreprise. Et si votre entreprise appartient à une unité économique et sociale, qui soit reconnue soit par le tribunal, soit par un accord, eh bien, à ce moment-là, c'est au niveau de l'UES que l'index est calculé. Donc, il y a trois éléments essentiels à prendre en compte. La période de référence, puisque les indicateurs que vous publiez sur une année donnée sont établis avec les indicateurs, enfin, à partir des salaires d'une période de 12 mois consécutifs qui termine en année N-1. Deuxièmement, l'effectif des salariés, parce que là, vous allez devoir exclure de votre panel un certain nombre de salariés. C'est le cas des apprentis, des contrats de professionnalisation, les intérimaires qui sont hors de l'entreprise, les expatriés, et également tous les salariés de votre entreprise dont le contrat a été suspendu plus de 6 mois au cours donc de l'année de référence. Vous n'en tiendrez pas compte pour cette année-là.
Enfin, troisième élément essentiel, c'est la rémunération. On prend en compte la rémunération annuelle brute moyenne et on exclut de cette rémunération les indemnités de fin de contrat, licenciement, départ à la retraite. On exclut également les primes liées à une suggestion particulière, prime de froid, par exemple, la prime d'ancienneté et tout ce qui est lié à l'épargne salariale, l'intéressement, la participation, ainsi que ceux qui sont des heures de travail conjoncturelles, comme des heures supplémentaires ou complémentaires. Alors, les indicateurs, quels sont-ils précisément? Ils varient selon la taille des entreprises. Alors, pour les entreprises de plus de 250 salariés, on a 5 indicateurs. L'écart de rémunération entre les hommes et les femmes, qui va être calculé sur 40 points. L'écart du taux d'augmentation individuelle sur 20 points. L'écart de répartition des promotions, qui est calculé sur 15 points. Le pourcentage des salariés augmentés au retour de maternité, sur 15 points. La parité dans le top 10 des rémunérations, sur 10 points. Pour les entreprises de moins de 250 salariés, on a simplement 4 indicateurs. Le premier est identique, c'est l'écart de rémunération. L'écart des augmentations et des promotions a été fusionné. C'est-à-dire qu'on va pour eux, pour les entreprises de moins de 250 salariés, comparer les écarts d'augmentation individuelle en incluant celles qui sont liées à une promotion. Voilà. Ensuite, il n'y a pas de changement pour le retour de congé maternité. On est toujours sur une note notée sur 15 et sur la parité, toujours sur une note notée sur 10. Un petit point important, c'est de signaler qu'il peut arriver que les indicateurs ne soient pas calculables. Les indicateurs, voire même l'index lui-même. Alors, l'index peut ne pas être, sera incalculable si les effectifs que l'on prend en compte, comme je l'ai expliqué, parce qu'on a retiré un certain nombre de salariés de notre panel d'analyse, si on en arrive à retirer plus de 60% de l'effectif total de l'entreprise, eh bien là, on considère qu'on ne peut pas valablement calculer l'index, et donc l'index sera incalculable. Il peut aussi arriver que des indicateurs ne soient pas calculables parce que l'événement ne s'est pas produit. On n'a pas de retour de maternité, on ne pourra pas calculer le rattrapage salarial en retour de maternité. On n'a eu aucune augmentation ou promotion, c'est la même chose, l'indicateur ne sera pas calculable. Donc, lorsque c'est le cas, on ne va pas pouvoir calculer vraiment sur 100 points, puisque certains indicateurs sont incalculables. Donc là, on va faire un calcul de proportionnalité pour ramener les points obtenus sur 100. Pour que ça soit possible, pour qu'on puisse faire ce calcul de proportionnel, il faut quand même que les indicateurs calculables parviennent au moins à 75 points. Sinon, ça ne sera pas possible et l'index lui-même sera considéré comme incalculable. Alors, on va maintenant entrer dans le détail des indicateurs de l'index. Alors, tout d'abord, l'indicateur qui compare les rémunérations des hommes et des femmes. Donc, c'est peut-être celui qui est le plus complexe, en tout cas qui nécessite une préparation plus importante. Parce que, tout d'abord, vous allez devoir constituer des groupes que vous allez comparer. Alors, bien sûr, déjà des groupes par sexe, puisque l'on va comparer les salaires des hommes et des femmes, mais également par tranche d'âge. Moins de 30 ans, 30 à 39, 40 à 49 et plus de 50 ans. Ces tranches d'âge, vous ne pouvez pas les modifier, elles sont des données elles sont données par le législateur, elles ne sont pas modifiables. Et puis vous allez coupler ces tranches d'âge avec des catégories de postes équivalents. Et là vous avez, vous entreprise, un choix à faire. Soit vous réalisez ces comparatifs par catégorie de postes qui sont en catégorie socio-professionnelle, c'est-à-dire que vous allez comparer tous les ouvriers, les employés, les techniciens agents de maîtrise et enfin les ingénieurs et cadres.
soit vous considérez que cette répartition est trop large pour votre entreprise et pas suffisamment pertinente. Vous avez alors la possibilité de choisir une autre méthode de cotation, par exemple la méthode qui est issue de votre convention collective. Mais dans ces cas-là, pour faire ce choix-là, il faudra que vous ayez pris l'avis auparavant du CSE. Et cette catégorisation des postes, elle peut changer d'une année sur l'autre. Deuxième étape, vous allez devoir neutraliser des sous-groupes qu'on considère non représentatifs, c'est-à-dire que dans vos catégories d'âge et de postes équivalents, vous devez chaque fois pouvoir comparer au moins 3 hommes et au moins 3 femmes. Si vous avez 18 hommes mais seulement 2 femmes dans la catégorie d'ouvriers, c'est l'ensemble de ce groupe-là qui sera neutralisé, c'est-à-dire qu'il ne sera pas pris en compte dans votre panel de l'index de cette année-là. Troisième étape, c'est vérifier que votre indicateur 1 est calculable parce que si, comme je le disais tout à l'heure, vous avez successivement retiré plusieurs groupes et que ça vous a conduit à retirer jusqu'à 60% de votre effectif, de l'effectif de salariés, à ce moment-là, vous ne pourrez pas calculer cet indicateur. Voilà. Enfin, quatrième étape, une fois que vous avez votre panel, vos catégories, vous allez reconstituer les salaires en équivalent de temps plein de façon à pouvoir calculer, comparer véritablement les salaires. Et comme on le disait, les rémunérations que vous prendrez en compte, ce sont les rémunérations annuelles brutes moyennes. Alors une petite photo pour vous montrer ce que peut donner en fait cette question de neutralisation. Vous voyez donc là, on a à la fois donc une répartition par tranche d'âge et une cotation des postes qui a été faite ici par niveau et échelon, donc en fonction de la convention collective. On a réparti les hommes et les femmes à chaque fois dans ces cases-là. Et vous voyez que ce qui est en rouge, ce sont tous les groupes qui vont être retirés du panel parce qu'on n'a pas à chaque fois 3 hommes et 3 femmes à comparer. Voilà, donc là, on a retiré en tout 13% de l'effectif. Donc, il n'y a pas de souci, on va pouvoir quand même calculer cet indicateur numéro 1. Cette photo-là, c'est une photo du format Excel, du calculateur simulateur que vous pouvez trouver sur le site du ministère et donc qui est paramétré pour vous aider à calculer votre index et votre indicateur, enfin chacun des indicateurs. Donc effectivement, on a fait une catégorisation de postes par CSP, ouvrier, employé, technicien et ingénieur et cadre. On a placé effectivement, donc chaque fois le nombre de femmes et d'hommes dans chacune de ces groupes, dans chacun de ces groupes. Et on a certains groupes qui sont considérés comme non valables parce qu'on n'a pas les 3 et 3 de chaque côté. Et puis on compare effectivement la moyenne annuelle brute des salaires en équivalent de temps plein. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que le taux d'écart que l'on trouve, sur ce taux d'écart, on va appliquer une pondération qui est un seuil de pertinence qui sera de 5% si on a choisi une cotation de poste très large, donc 4 en CSP. Mais si on a choisi une cotation plus fine, comme par exemple la cotation de poste issue de la convention collective, on appliquera une pondération de 2%. Voilà, au total, vous avez donc l'écart pondéré qui est obtenu et qui permet en fait de savoir quel score on va obtenir. Donc, vous voyez que si on a 3% d'écart de salaire, on obtient 37 points sur cet indicateur qui est noté sur 40. Dès lors qu'on a des écarts de salaire supérieurs à 20%, on a un résultat à cet indicateur qui est de 0 points. Deuxièmement, sur les augmentations. Donc, sur les augmentations, une petite différence selon l'effectif. Pour les entreprises de plus de 250 salariés, vous allez devoir répartir votre groupe de salariés en
quatre groupes qui sont les 4 catégories socio-professionnelles. Et pour pouvoir comparer chacun de ces groupes, il faut que vous ayez chaque fois 10 hommes et 10 femmes. Si ce n'est pas le cas, eh bien c'est à nouveau un groupe qui sera neutralisé et que vous sortirez du panel. Et là, on calcule donc on calcule l'écart des augmentations en pourcentage. Pour les entreprises de 50 à 249 salariés, là on va faire une comparaison au niveau de l'entreprise. Mais il faudra également qu'on ait un minimum qui est au moins 5 femmes et 5 hommes. Si votre société compte 75 hommes et simplement 3 femmes, vous ne pourrez pas calculer cet indicateur, même si vous avez eu des augmentations au cours de l'année. Pour cet indicateur-là, enfin pour ce seuil d'effectifs d'entreprise, le calcul se fait à la fois en pourcentage et également en nombre de salariés qui ont été augmentés. Et petite précision, uniquement pour cet effectif-là, l'employeur peut choisir non pas une période annuelle, mais en fait, il peut aller jusqu'à 3 ans, parce que parfois les augmentations ne sont pas chaque année, mais voilà, sur une période plus longue. Donc, il est possible de faire sa comparaison sur 3 ans. Voilà donc une slide sur ce que l'on trouve donc sur le calculateur simulateur sous format Excel. On saisit donc avec un report automatique du nombre de femmes et d'hommes qu'on a rempli au premier indicateur. On saisit le nombre de femmes et d'hommes qui ont été augmentés et on arrive donc finalement à un écart en pourcentage et également un écart en nombre de salariés moins favorisés pour obtenir enfin la note sur 35. Ici, cette entreprise dont a obtenu 25 sur 35. Troisième indicateur sur les promotions, et donc on l'a vu, il concerne uniquement les entreprises de plus de 250 salariés, puisque pour les entreprises plus petites, l'indicateur a été fusionné avec l'indicateur augmentation. Donc, une petite définition, lorsqu'on parle de promotion, c'est bien le passage à un niveau de classification ou de coefficient supérieur. Alors, comment faut-il procéder ici? On répartit à nouveau les salariés en 4 CSP, on neutralise les sous-groupes, et là encore, il faut qu'on ait au moins à comparer entre 10 hommes et 10 femmes. Et dans chacun des groupes, on va calculer le taux de promotion en pourcentage. Alors, il pourra arriver que l'indicateur soit incalculable si on n'a pas eu de promotion ou bien si on a dû exclure plus de 60% du personnel. Le quatrième indicateur, il concerne le rattrapage salarial au retour de maternité. Alors, ce qu'on veut observer ici, c'est le pourcentage des salariés qui ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année, suivant leur retour de congé maternité, et ça uniquement lorsque, au cours du congé maternité de ces femmes, il y a eu une ou plusieurs augmentations dans l'entreprise. Alors, cet indicateur-là, il n'est pas progressif, c'est-à-dire que si 100% des femmes ont été augmentées, on obtient le maximum, c'est-à-dire 15 points. Et si ce n'est pas le cas, il suffit qu'une femme concernée n'ait pas été augmentée, on obtiendra 0 points. Alors, quelle est la philosophie de cet indicateur? C'est bien sûr très proche de la loi de 2006, dont l'article là est reproduit, l'article du Code du travail est reproduit, qui prévoit que pour éviter que les femmes qui s'absentent donc au cours de leur congé maternité ne creusent à chaque grossesse un écart avec les salariés qui étaient présents dans l'entreprise alors qu'elles ne l'étaient pas. Donc, le législateur a prévu un mécanisme de rattrapage salarial qui leur permet non seulement à leur retour, non seulement de bénéficier des augmentations générales qui ont été données, mais également de la moyenne des augmentations individuelles qui ont été attribuées pour les salariés de la même catégorie professionnelle. Donc, si on regarde notre tableur, toujours notre tableur qui est en ligne sur le site du ministère, on va devoir renseigner le nombre total de femmes qui sont rentrées de congé maternité durant la période de référence, qui est votre période de référence pour l'index,
et parmi elles, combien ont été augmentées. Dans cette entreprise, simplement 33% des femmes concernées ont été augmentées, donc l'entreprise obtient un 0 sur cet indicateur-là. Et enfin, le dernier indicateur, c'est celui de la parité. Là, on regarde donc les 10 meilleurs salaires en se référant donc aux rémunérations que vous avez préparées pour le premier indicateur. Et on va regarder si on a, parmi ces 10 plus hautes rémunérations, de la parité ou si on a un sexe très majoritairement représenté. Donc, dès lors qu'on aura 0 ou 1 salarié d'un sexe qui n'est pas présent, à ce moment-là, on obtiendra 0 point. Donc, pour obtenir déjà la moitié de l'indicateur, il faut qu'on ait 2 ou 3 salariés voilà, d'un sexe sous-représenté. Donc, voilà le tableur, toujours Excel. Donc, on a pour les 10 meilleures rémunérations, 3 femmes et 7 hommes, donc 3 salariés du sexe sous-représenté. Eh bien, l'entreprise a obtenu le chiffre de SEC à cet indicateur. Voilà, donc une fois qu'on a fait le calcul sur ces 4 ou 5 indicateurs, on obtient donc une note sur 100 qui est le fameux index. Alors, il se peut donc que le nombre, enfin, l'index que l'on obtienne soit inférieur à 75. Et là, on est dans ce qui est le seuil d'alerte qui a été défini par le ministère, c'est-à-dire seuil d'alerte. Pourquoi? Parce qu'il rend une obligation, enfin, il introduit pour l'entreprise une obligation de prendre des mesures de correction. Pourquoi? Parce que l'outil index a révélé qu'on avait donc des écarts importants entre les hommes et les femmes dans l'entreprise. Donc, une nécessité de prendre des mesures de correction, soit par accord, donc on va négocier à nouveau avec ses délégués syndicaux, éventuellement avec son CSE, et puis à défaut d'accord, ça sera un plan pris par la direction et soumis à l'avis du CSE. Donc ça, c'est sur chacun des indicateurs qui est inférieur à 75. Sachant que l'entreprise a 3 ans pour dépasser cette barrière, ce seuil des 75 et pour progresser. C'est-à-dire qu'une entreprise qui aurait la première année 60, la deuxième année 72, bah, on lui demande, on lui fixe une obligation de résultat de parvenir à dépasser ce seuil des 75 pour la troisième année. Voilà, à défaut, bien sûr, il y a des pénalités possibles. Qu'est-ce que ça veut dire si on obtient un index supérieur à 75 mais moins de 100? Est-ce que ça veut dire que tout va bien? Ben, pas forcément. Effectivement, les entreprises qui obtiennent 100, l'outil permet de dire qu'a priori, on n'a pas d'écart entre les hommes et les femmes dans cette entreprise-là. À défaut, on a certainement des indicateurs qui donnent des pistes d'amélioration et voire de correction de sources d'écart. Ça peut être sur les salaires, ça peut être sur les retours de maternité. Il va falloir analyser et donc là, voir avec son CSE comment y remédier. Et donc, on peut se renvoyer sur l'obligation de négocier et à défaut de négociation, donc le fameux plan d'action qui peut permettre là aussi de progresser sur les indicateurs où l'entreprise serait moins neutre. Alors, excusez-moi, Madame Oui, Yermans-Ferdet, je me permets de vous interrompre rapidement. oui. Il nous reste à peu près 10 minutes en fait pour finir la conférence, donc je vous laisse conclure votre partie pour que nous puissions en savoir un petit peu plus sur la solution de reporting de Sage. Très bien. Donc voilà, je terminais justement sur une dernière diapo qui est Très bien. voilà, qui fait le focus un petit peu sur les entreprises de notre région, Centre-Val de Loire. Alors nous avons 1200 entreprises environ qui sont assujetties, environ parce que c'est une base qui est fluctuante par moment et notamment pour les entreprises de 50 à 250 salariés, cet effectif peut varier. Actuellement, donc, on a 73% des entreprises qui ont déclaré. C'était un petit peu plus pour l'index 2020, mais après relance. Donc, on peut penser que les entreprises commencent à mieux répondre à cet indicateur, à cet index. Pour autant, on est encore loin des 100% de publications que l'on vise.
Comment analyser les résultats? Eh bien, on a une entreprise assujettie sur 2 qui obtient un index supérieur à 75. Voilà, donc ils sont hors du seuil d'alerte. Et parmi elles, on a quand même 20 entreprises sur la région qui obtiennent 100 points. Voilà. Alors, il faut quand même prendre en compte le fait qu'on a une part importante d'index qui ne sont pas calculables, soit parce qu'il manque de mixité dans l'entreprise, soit éventuellement parce qu'il y a certains événements qui ne se sont pas produits. Et pour les entreprises de moins de 250 salariés, c'est encore plus important, c'est une entreprise sur 2 qui ne peut pas calculer son index. Les index inférieurs à 75 représentent 6%, et puis parmi eux, on a 4 entreprises qui, pour 3 années successives, ont un mauvais index. Donc, alors je ne les ai pas abordées, mais il faut savoir qu'il y a des sanctions possibles pour les entreprises qui ne calculent pas ou qui ne corrigent pas, ou a fortiori celles qui restent sur une situation insatisfaisante. Et puis pour terminer, donc les 2 indicateurs qui sont un petit peu à l'index pour le coup, c'est le retour de la maternité, où on a en fait un quart des entreprises qui a priori ne pratiquent pas le rattrapage salarial, et enfin dans 35% des entreprises, on a une absence de parité et une large majorité des hommes, puisque dans ces entreprises on a seulement une femme et voire même 0 femme. Voilà, donc je vous remercie. Je m'arrête ici. Je mets en dernière diapositive donc mes coordonnées si vous souhaitez me joindre donc à l'adresse. Merci beaucoup. Et on va désormais laisser la parole à Sandrine Laurent de Sage qui va nous présenter un petit peu la solution de reporting que l'on peut utiliser pour justement cet index qui est extrêmement important. Je vous passe tout de suite en présentatrice. Hop. Sauf que je ne vous trouve pas. Pourquoi est-ce que je ne vous trouve pas? Vous êtes enregistré sous quel nom? Sandrine Laurent. Alors, c'est bizarre. Pourquoi est-ce que je ne vous trouve pas? Ah, d'accord. C'est bizarre. Je vois Diane Lambert, moi. Mais Ah bah alors, je pense qu'il y a eu un souci, effectivement. je pense que c'est vous. Oui, c'est vous. Absolument. Donc c'est bon, c'est réglé. Voilà, donc je pense que vous voyez mon écran. Absolument. D'accord. Donc, pour compléter effectivement ce qui vient de vous être présenté sur les index d'égalité femmes-hommes, eh bien, Sage veut vous accompagner et veut vous simplifier le calcul de cet index en vous proposant un outil qui est Sage BI Reporting qui va vous permettre d'aller lire directement dans votre application de paye, dans vos données de paye et de pouvoir extraire et de calculer cet index, cette égalité femmes-hommes en automatique. Donc, on vous a mis à disposition des états. Donc, les états pour les sociétés de 50 à 250 salariés et les états pour les sociétés de plus de 250 salariés. Donc, on a, vous voyez ici, différents éléments. Alors, je vais vous présenter 2 états qui me semblent en tout cas indispensables. Le premier état, c'est bien évidemment le calcul de l'index. Donc, ici, on a rapidement sur cette présentation, donc cette égalité femmes-hommes, une première page qui vous fait un récapitulatif de votre index. Donc, comme j'ai pris les sociétés de 50 à 250 salariés, j'ai 4 index qui sont calculés avec le score de l'entreprise et le score maximal, le calcul du nombre de points et effectivement le nombre de points qui a été retenu. Sur cette première page, on va également retrouver tout simplement un récapitulatif. Donc, ce récapitulatif ici me présente les 4 indicateurs avec une représentation graphique de ces 4 éléments. Donc là, on a bien les 10 plus hautes rémunérations, les retours de congé maternité et ensuite le taux, les écarts de taux d'augmentation. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va détailler chaque indicateur. Donc ici, si on prend le premier indicateur, on va retrouver, comme vous l'a expliqué, donc en fonction de la catégorie socio-professionnelle d'égalité femmes-hommes et de la tranche d'âge, eh bien le nombre d'hommes et de femmes
qui sont dans votre société avec les rémunérations, donc avec en dessous les informations. Et pour compléter ce tableau qui me permet tout simplement ici de calculer le nombre de points, eh bien, je vais directement rechercher ces informations dans mon application de paye. Donc là, ce sont les salariés de la paye qui ont été extraits et qui vont me permettre tout simplement de calculer cet indicateur. Donc, j'ai la visualisation de ce que j'ai pu récupérer de mon application de paye instantanément qui va m'impacter directement sur le calcul. De la même manière, par exemple ici, je vais retrouver l'indicateur concernant les écarts des taux d'augmentation pour les hommes et les femmes, où je vais retrouver mon effectif, où je vais retrouver les répartitions effectivement de mes augmentations femmes et hommes, puisque je vous rappelle qu'en paye, à chaque fois que vous faites une augmentation, un retour de congé maternité, vous historisez ces informations. Donc, ça veut dire que derrière, on va aller exploiter en automatique ces éléments. Et puis, à chaque fois, on vous donne le tableau pour que vous puissiez visualiser les éléments qui ont été, en tout cas, récupérés. Donc, on retrouve bien ici les différentes informations. Donc, je vais retrouver ici mes augmentations, mes éléments. Je peux même faire des sélections. Si je recherche uniquement les employés, eh bien, je fais une sélection sur les employés et là, automatiquement, mon tableau ne va me présenter que mes employés. On va retrouver donc le troisième indicateur dans notre cas ici qui est le retour de congé maternité. Vous l'avez compris, à chaque fois les indications concernant mon retour de congé maternité, qui est revenu, est-ce que j'ai fait une augmentation ou autre. Donc ces éléments-là vous permettent vraiment ici de retrouver directement votre note globale. Ça veut dire aussi que les actions que vous allez mener pour augmenter cette note, c'est important également d'avoir une visualisation au cours de l'année de ces actions pour bien voir que les actions que vous faites, par exemple, sur les augmentations de salaire, ont vraiment un impact directement sur ces indicateurs. Et donc, vous pouvez à tout moment de l'année calculer pour vous en interne ces indicateurs pour voir l'évolution et l'objectif, effectivement, d'arriver à cette note de 100%. Pour pouvoir analyser un peu également ces données et être sûr que j'ai bien renseigné dans l'application de paye les bonnes informations et que je vais bien rechercher ces informations, eh bien, on vous a mis également à disposition un autre état qui est l'état tout simplement de contrôle qui va me permettre eh bien, de pouvoir visualiser si j'ai correctement renseigné mes informations dans la paye. C'est un des points importants de pouvoir être sûr que les informations que j'exploite sont les informations qui sont correctement enregistrées. Et donc là, on a les erreurs de saisie, par exemple, concernant les équivalents temps plein, où je vais simplement lister en fonction de ma société, eh bien, les anomalies potentielles que je peux retrouver, en tout cas, sur ces informations. Et là, vous voyez, ça m'indique effectivement que sur ces salariés-là, j'ai une vigilance à avoir et à aller vérifier que j'ai bien renseigné les bonnes informations, puisque là, entre autres, je retrouve des bruts négatifs, etc. Donc, j'ai besoin d'aller voir ces différentes informations. Et puis, on va également retrouver les erreurs concernant les catégories qui ne seraient pas affectées. Donc, je vais retrouver ces éléments. Et puis, là, par exemple, sur le retour congé maternité, eh bien, j'ai eu un retour congé maternité. Par contre, je n'ai pas indiqué dans mon application de paye comme quoi j'ai fait un retour congé maternité. Je retrouve bien mes périodes, mais je n'ai pas cette option qui a été cochée. Donc, je sais qu'il va falloir que j'aille modifier dans l'application de paye pour pouvoir exploiter après correctement les éléments. De la même manière, je vais pouvoir visualiser, puisqu'on a parlé tout à l'heure de certains salariés qui sont exclus du calcul de l'égalité femmes-hommes, et bien là, on va vous donner la possibilité de visualiser les salariés inclus des salariés exclus. Et donc là, si je veux simplement voir les salariés exclus, et bien là, on vient m'indiquer la liste de mes salariés qui sont exclus dans le calcul de l'égalité femmes-hommes. Donc, le but pour nous, c'est vraiment de vous donner des outils qui sont simples à utiliser. Vous voyez, je suis sous Excel, donc c'est vraiment un outil que vous maîtrisez. Et par une simple connexion via BI Reporting, je vais pouvoir actualiser mes données de paye et retrouver instantanément eh bien, l'impact de mes indicateurs et l'impact de mes actions justement sur ces différents indicateurs. Donc, voilà en tout cas ce que je pouvais vous présenter comme état. On a d'autres états, bien évidemment, qu'on vous met à disposition qui traitent d'autres thématiques que l'égalité femmes-hommes, comme la BDES, comme l'analyse des rémunérations, etc. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, en tout cas, à revenir auprès de votre partenaire.
Merci beaucoup pour cette présentation. C'était très complet. On a pu vraiment voir effectivement tous les éléments de l'index égalité homme-femme, femmes-hommes, qui je pense effectivement est un index très important à suivre. Donc merci à tous d'avoir participé. Vous pouvez nous rejoindre plus tard dans la journée aux différentes conférences. Je vais vous mettre d'ailleurs, hop,